Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Harold Barbet. Bonsoir Sens, bonsoir. Pas terrible l'accueil, mais quand même, merci. Ah, je suis vraiment content d'être là, je suis vraiment content de faire ma captation à Sens, en plein territoire de pédophiles et de kidnappeurs. Putain, ça fait plaisir. Ah vraiment merci de m'accueillir. Et je suis vraiment surpris, qu'il y ait autant de monde pour venir voir le spectacle, se détendre en regardant du stand-up. Parce que ce qui vous détend, vous d'habitude, c'est de tuer des gens. Tu vois, donc là, il y a un vrai changement. Fantastique, super, merci beaucoup. Moi, le seul truc qui me détend encore un petit peu, c'est de me faire masser. Bon, c'est vrai que je suis assez classique, mais là où je vois que je me suis vachement embourgeoisé ces derniers temps, c'est que maintenant, par chez moi, du côté de Caen, j'ai mon spa fétiche avec ma masseuse attitrée, Sandrine. On s'entend super bien, on a quasiment la même moustache, elle et moi. Et ce qu'a fait Sandrine pour me détendre, c'est qu'elle m'allonge sur le ventre comme ça, elle me fait un petit massage de 30 minutes, et toujours à la fin des 30 minutes, pour ne pas me brusquer, elle me susurre à l'oreille comme ça. Maintenant, je vais aller vous chercher une serviette pour vous essuyer les pieds. Mais ça a tellement l'intensité d'un... Je vais te sucer comme on t'a jamais sucé. Et moi, je suis pas bien du tout à ce moment-là. Mais ça ne me détend absolument pas. Et en vrai, je me disais, c'est une super méthode pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Genre, t'allonges la personne sur le ventre, petit massage de 30 minutes, puis à la fin, tu lui susurres à l'oreille. On t'a volé ta bagnole pendant que tu faisais tes courses. On t'avait pourtant dit de pas laisser ta fille à l'intérieur. Elle a disparu. Je te cache pas qu'on est dans Lyon. Ça pue quand même méchamment du cul, cette histoire. Bon, maintenant je vais aller te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. Franchement ça marche. Je suis à peu près certain que ça marche. Et en même temps, cela dit, je suis bien obligé d'aller dans un spa pour me faire masser, parce que chez moi, il n'y a pas de massage, on ne se masse pas. Ma femme déteste les massages, je crois que c'est la seule personne au monde que je connaisse qui n'aime pas les massages. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en revanche, elle adore me percer les boutons que j'ai dans le dos. C'est ce qui la détend, elle. C'est un peu comme éclater du papier bulle. Couchez-vous, on tire à vue. Mais je me disais qu'après toutes ces années passées ensemble, si elle continue encore de me percer mes boutons que j'ai dans le dos, c'est que quelque part, elle doit quand même encore vachement m'aimer, vous croyez pas ? Parce que mine de rien, on s'aime pas tous de la même manière. Il y a des libertins ce soir à Sens. Trop tôt dans le spectacle, d'accord. Je pensais que là, on avait franchi une étape. Mais après, s'il y a des libertins, moi, je respecte. Attention, je respecte toute forme d'amour. Si vous voulez masturber votre voisin, moi, ça me pose pas de problème, tant que vous êtes discret. Non, je respecte le libertinage, mais je comprends pas. Je comprends pas quel plaisir tu peux avoir à inviter des gens à venir faire l'amour à ton partenaire. Genre, ils sont là, ils sont tous sur elle. Toi, t'es comme un con là derrière, t'as plus de place, tu peux plus rien faire. T'es comme si t'invitais des gens chez toi à manger une raclette et toi, t'as plus de place pour faire fondre ton fromage sur la machine. À peu près la même logique. Et en vrai, je crois qu'il n'y a pas plus humiliant que d'être mis de côté dans une partouze. Vraiment, c'est chaud. Pour moi, c'est l'humiliation totale. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au groupe poubelle en cours de sport au collège. Vous vous rappelez ça quand il y avait des sports collectifs et à la fin de la séance, il fallait que les élèves forment eux-mêmes leurs équipes. Il y a toujours un petit tas d'élèves dont personne ne voulait. Le groupe poubelle. Ben moi, j'étais dans le groupe poubelle. Et à la fin, il restait que moi et une fille handicapée. Et ben les bâtards, ils prenaient toujours la fille handicapée avant moi. Elle était infirme, elle avait que 3 doigts. Et là, je l'ai revue il y a pas longtemps, mais elle est devenue magnifique. Elle est super belle. Et c'est fou ce monde d'intolérance dans lequel on vit, parce que j'ai un pote, à cause de l'histoire des 3 doigts, il ose pas l'inviter à dîner. Je veux dire, c'est fou. Déjà, une fille qui a que 3 doigts, j'emmène pas au restaurant, je l'emmène au bowling. Et puis, je ne sais pas, quoi, c'est... Mais ça, c'est moi. Mais t'as raison, mais rigole. Tu as payé pour ça. Fais-toi plaisir.
Et c'est dingue parce que le fait de revoir une personne du collège à qui je ne pensais absolument plus, je me suis fait cette réflexion très basique qu'on se fait tous. Je me suis dit, le temps passe vite, le temps passe vite. La vie passe vite, même, je devrais dire. Et je sais de quoi je parle parce que moi, à côté de mon boulot d'humoriste, je suis croque-mort. Freelance. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est mon petit boulot alimentaire à côté de ma carrière de comique. Voilà. Il y en a qui livrent des pizzas, moi je fais ça. Vous me direz, ça reste marché du surgelé, hein, c'est pas non plus... voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que moi, ce soir à Sens, que vous riez ou que vous décidiez de vous tirer une balle dans la tête, moi dans les deux cas, c'est la sensation du travail bien fait. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Alors le seul truc qui a été dur avec moi de travailler en pompe funèbre, c'est que je suis hypersensible. Ça, vous aviez déjà remarqué. Y a pas de surprise. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. C'est comme pour la musique, vous me regardez, vous dites direct, bon bah lui c'est bon, on sait tout de suite ce qu'il écoute. Et vous avez raison, c'est vrai que j'adore la country. Mais c'est parce que ma femme est américaine, moi du coup j'ai pas eu le choix quoi. Au début j'étais comme vous, hein, je suis putain la country, c'est quand même sacrément de la merde ce truc. Hein. Et puis je sais pas, un peu comme les chips au crabe, à force d'en manger tous les jours, j'ai fini par aimer quoi. Après faut bien reconnaître qu'en général, on n'est pas beaucoup à aimer la country dans ce pays. Qui par applaudissement aime la country ce soir? Il y a un petit côté levrette sans passion dans ces applaudissements, mais c'est ça. En général, on n'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que les Américains, la country, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Mais bon, ils nous sont supérieurs dans tellement de domaines. Dans tellement de domaines. Je suis sûr, je fais un sondage ici, on se goinfre tous de séries américaines. Stranger Things, Breaking Bad, Game of Thrones, on regarde tout ça. Alors que c'est quoi la série qui cartonne ici? Camping Paradis. Là-bas, Katy Perry chante pour Joe Biden à la Maison-Blanche. Bon bah ici, Francis Lalanne, ambiance les gilets jaunes au milieu d'un rond-point. On est pas... Qualitativement, c'est pas pareil. On adore tous le show à l'américaine, on est tous très friands de ça. Mais nous, on sait pas faire. Par exemple, moi, tous les ans, je regarde le Super Bowl. Tout le monde voit ce que c'est le Super Bowl ? Dans ce public télérama érudit là qui fait plaisir. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Super Bowl, c'est la grande finale du championnat de football américain. Et à la mi-temps du Super Bowl, t'as toujours un spectacle de déglingué, un show de maboule. Et j'adore ça parce que même si le match en lui-même est pourri, tu es obligé de rêver. Le speaker te vend du rêve. Le gars est là. Bienvenue au Hard Rock Café Stadium de Miami pour ce Super Bowl entre les Green Bay Packers et les Jets de New York. Préparez-vous pour le Pepsi Halftime Show avec cette année Madonna, Beyoncé et Snoop Dogg. Un show qui vous est offert par Windows, ici représenté par monsieur Bill Gates. Et là t'as des feux d'artifice au-dessus du stade, Mariah Carey qui accouche d'un troll sur la pelouse, Barack Obama qui traverse le terrain sur le dos d'une licorne. T'as pas le choix, tu rêves. Bon bah ça en France, on a plus de mal quoi à mettre ça en place. Pourtant, on a bien essayé une année de faire la même chose en Coupe de la Ligue. Une sombre coupe de football qui a disparu depuis. Et ça pouvait pas marcher. Tu voyais bien que le mec n'y croyait pas une seule seconde. Le speaker était là. Bienvenue au Stade de France pour ce choc entre le SC Sedan-Ardennes et le Football Club de Guignon. Préparez-vous pour le spectacle de la mi-temps. Nous aurons l'immense chance de recevoir une star de la variété française, Mademoiselle Ève Angélie. Un spectacle qui vous est offert par les magasins But. Ici représenté par son directeur régional Nord-Ouest-Bretagne, monsieur Alain Couillard. Je sais pas, c'est nul. C'est vraiment parce que tous les directeurs régionaux que j'ai rencontrés dans ma vie, ils avaient tous des noms de merde comme ça. Couillard, Malard, Patard, je ne saurais pas l'expliquer comme ça. Ça, on sait pas faire. Les films d'action, c'est catastrophique en France. Catastrophique. Moi, je suis né en 1983. J'ai grandi avec Schwarzenegger, le grand Arnold, L'Arme Fatale. Tout le monde connaît L'Arme Fatale. Ouais. Mais L'Arme Fatale, meilleure quadrilogie de films d'action de tous les temps. Pourtant, l'histoire est simple. Ça raconte l'histoire de deux policiers, Martin Riggs et Roger Murtaugh. Et ils sont obligés de faire équipe ensemble, sauf qu'ils peuvent pas se blairer. Et ben, une histoire aussi simple, tu fais ça en France, tout de suite c'est ringard. Moi, je vous mets au défi de tourner un film d'action à Sens. Avec deux policiers, un qui s'appelle Martin, l'autre qui s'appelle Roger. Et qu'à la fin, ce soit pas ringard. J'y crois pas une seule seconde. Même si on fait une adaptation fidèle de L'Arme Fatale. Bordel. Vous savez quoi, comme c'est ma captation ce soir à Sens, j'ai bien envie de vous jouer un petit passage de L'Arme Fatale. Ça vous tente ? Ouais. Ok. Je vous... allez-y. Faites pas peur.
Je vous joue L'Arme Fatale dans sa version originale. Et dans la foulée, je vous fais sa possible adaptation française. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Allez, c'est parti. Gros moment de tension entre Martin et Roger. Roger, il faut enterrer l'âge de guerre. Et si on allait pêcher tous les deux dans la baie de Santa Monica? Bonne idée, Martin. Je ramènerai des buds et des cheeseburgers de chez Five Guys. Super, Roger. Je passerai te prendre dimanche matin après l'église. Tu reconnaîtras facilement ma voiture, c'est une Dodge de 70. Une Charger. Roger, il faut enterrer l'âge de guerre. Et si on allait pêcher des cuvettes de WC tous les deux dans l'Yonne? Bonne idée, Martin. Je ramènerai des 1664 et des jambons beurre de chez Paul. Super, Roger. Je passerai te prendre dimanche matin après Automoto. Tu reconnaîtras facilement ma voiture, c'est une Renault 70. Une Fuego. Plus tard, Martin et Roger sont sur un bateau en train de vider des poissons. C'est un sacré couteau que tu as là, Martin. Oui, je l'ai reçu lors de mon stage dans le bataillon 27, quand je faisais mon service militaire chez les Marines. C'est un sacré couteau que tu as là, Martin. Ah, ça c'est mon Opinel. J'ai trouvé par terre pendant la pause café, lors de ma journée d'appel de préparation à la défense. Un dernier, parce que celui-là, vraiment, c'est mon préféré. Plus tard, au domicile de Roger. C'est une très belle famille que tu as là, Roger. Il faut bien la protéger. Ne t'en fais pas, Martin. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. Pour ça, j'ai un Beretta 9 mm. Mon père me l'a légué avant de mourir. C'est une très belle famille que tu as là, Roger. Il faut bien la protéger. Ne t'en fais pas, Martin. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. Pour ça, j'ai fait appel à Vérissure. Grâce à la... Alors, anecdote véridique, quand j'ai écrit ce passage-là et que je l'ai fait lire à Ambre, ma co-auteure, pour la première fois, elle me fait « Ouais, c'est super drôle ça. » Par contre, 45 minutes d'imitation de L'Arme Fatale, c'est peut-être un peu long pour les gens, tu vois. Je dis « Ah bon ?» Parce que moi, j'étais chaud, derrière, j'enchaînais sur Dirty Dancing, je les faisais tous, tu vois. Ah bah ouais, j'aurais adoré le faire. Surtout que moi, ça aurait été mon rêve. J'aurais rêvé de doubler des voix dans les films comme ça, dans les films d'action américains. Surtout qu'un jour, Ambre, elle m'a dit, toi, Harold, t'as une voix suave, super sexy, très agréable à écouter. ou pas, tu vois, ou pas. Et elle enchaîne en me disant, tu devrais enregistrer des audiobooks érotiques. Non. Moi, je fais, ah bon, t'es sûr? Elle fait, oui, c'est très bien, parce que si tu enregistres des audiobooks érotiques, on t'entend, mais toi, on ne te voit pas, donc c'est parfait. Bah moi, ça m'a pas fait super plaisir, tu vois. Et après, je lui demande, je fais, mais... toi, ça t'exciterait d'écouter mes audiobooks érotiques? Elle fait, oh non, jamais de la vie. Mais ma mère, oui, très probablement. Alors j'imagine pas du tout sa mère se toucher sur mes audiobooks érotiques. Déjà, je vois pas comment elle ferait, la pauvre, dans son fauteuil avec son moignon, ça me paraît vraiment compliqué, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ok, vas-y, je me lance dans les audiobooks érotiques. Mais le problème, c'est que, bon, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc si je commence à me lancer dans la pornographie audio, je peux pas faire ça avec mon vrai nom. Il me faut un pseudonyme, un blaze. Et bah putain, c'est super dur de trouver un bon pseudonyme. Hein. Parce qu'il y a des gens pour qui le pseudo tombe sous le sens. Par exemple, Bruce Wayne, il devient Batman, l'homme chauve-souris, parce qu'un jour, dans sa cave, il découvre des chauves-souris. Mais moi, dans ma cave, j'ai que du vin rouge. Je vais pas m'appeler Baron de l'Estac ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis je réfléchissais et je me disais, bon, il faut quand même un pseudo qui claque un peu à l'international, au cas où j'ai envie de frapper le marché américain. Et ben j'ai eu une révélation. Dick. Dick Van Balls. Tu vois, Dick Van Balls. Il y a un côté chaleureux, genre vieille ferme hollandaise, tu vois, j'adore. Dick Van Balls. C'est ma nouvelle identité secrète. Là, je vous le dis parce qu'on est entre nous, mais je suis sûr que ça va cartonner. Tu vois. Là, dans un an, je suis milliardaire. J'ai racheté la moitié de Sens. Et personne ne saura que c'est moi, Dick Van Balls. Et je croiserai les gens dans la rue, ils seront là. Vous avez écouté le dernier Van Balls? Mais cet homme est bouleversant. C'est mon gros projet de l'année. Et je suis pas méga occupé en ce moment. Tu vois. Alors après, par contre, autant enregistrer des audiobooks érotiques, on peut tous le faire. Écrire des nouvelles érotiques, mais alors là, moi je galère beaucoup plus.
Et d'ailleurs, j'en ai profité. Je me suis dit, quitte à être à Sens, dans une ville de dégénérés, ça peut peut-être me stimuler, tu vois. Et ce matin, j'ai écrit ça. Mais je sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'on se le tente? Oui. J'avais vraiment pas prévu de le faire, vous savez. Hein, Ok, bon. Alors je vous préviens par contre, comme disent les Américains, c'est un work in progress. C'est pas fini. Hein. Mais quand même, n'hésitez pas à fermer les yeux et à vous laisser transporter. Par la magie de l'amour. Ok? Allez, c'est parti. Fontaine au clair de lune. Un récit érotique de Dick Van Bowles. Une histoire à mettre entre les oreilles les plus coquines. Chapitre 1. Chapitre 2. C'était un soir de pleine lune. Bérangère caressait sa vulve avec la frénésie d'un teckel rempli de puces. Quand soudain... Oh oui, oh non, oh oui! La jouissance de Bérangère était telle qu'elle aurait pu abreuver tout le continent africain. Soudain, Boris, l'idiot du village, fait son apparition, son immense chibrax à la main. Chapitre 3. Voilà, j'en suis là. Alors, est-ce que ça... Ouais? Je savais que ça allait vous plaire, parce qu'à Sens, vous avez du goût, et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. L'autre fois, je joue le spectacle, et il y a une dame qui vient me voir à la fin, et elle me fait « Géry ». Elle me fait « Géry, mon Dieu que Géry, vous êtes un génie comme on n'en fait plus ». Bon, ça, je vais peut-être un peu rajouter ça. Mais elle me dit, par contre, si je peux me permettre, c'est pas très viril pour un homme d'enregistrer des audiobooks érotiques. Et moi, j'ai jamais prétendu être viril une seule seconde, hein, tu vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle m'a vu, et elle est passée dans la lessiveuse du stéréotype. Elle s'est dit, oh, vous l'avez vu, lui, avec sa grosse barbe? Il doit être sacrément viril. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai une grosse barbe uniquement parce que je n'ai pas de menton, faut le savoir. C'est vrai? Sans deck? Regardez la gueule que j'ai sans barbe. Vous voyez, vous foutez de ma gueule. Vous êtes vraiment des bâtards. Moi, sans barbe et sans cheveux, je ressemble à un ganglion. Si vous pensez que ça m'amuse d'avoir un cul de castor sur le visage, pas du tout. Hein. Pas du tout. En plus, on est en 2023, à une époque où on en est à questionner le genre en lui-même. Est-ce que ça a encore un sens de venir parler de virilité? C'est quoi être un homme aujourd'hui? C'est se retenir de chialer devant la fin d'Avengers? C'est assumer pleinement qu'on est fan de Vianney? J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Par contre, moi, j'ai aucun problème. J'assume totalement ma masculinité. Totalement. Très régulièrement, avec mes potes, on se retrouve et on passe un temps entre nous où on fait parler la testostérone comme ça. Une soirée bonhomme, on appelle ça. Soirée bonhomme, c'est une soirée où pendant 2 ou 3 heures, on est tous ensemble et on essaye de se convaincre qu'on décide encore de quelque chose chez nous. Alors la soirée bonhomme, chez nous, ça commence toujours par un foot, parce que moi j'adore le foot. Mais le moment que je préfère, c'est après le match, quand on est tous dans le vestiaire, en rond, à poil. Quand je dis à ma femme que ça fait réunion de vikings, elle me dit que ça fait surtout gay. Mais parce que c'est pas comment ça se passe. On est tous là, et tour à tour, chacun raconte ce qui lui est arrivé d'exceptionnel ces derniers temps. Du coup, on écoute juste le seul mec encore célibataire. Tu vois. Sinon, on est tous en couple, tu vois. Il nous arrive plus rien d'exceptionnel depuis... Pouf. Et nous, c'est notre pote Philou. Philou, c'est ce mec célibataire dans un groupe d'hommes en couple. Et il fait rêver tous les autres avec ses histoires. Et quand je parle de lui à ma femme, elle le déteste. Elle le hait, c'est chaud, je le vois dans ses yeux, elle est là, elle me fait oui, mais peut-être qu'il part en vacances où il veut, quand il veut, qu'il se tape toutes les nanas de la terre, mais il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il ne construit rien sur l'avenir. Tu penses vraiment qu'il est heureux? Non. Non, clairement, ça m'a l'air d'être une sacrée belle vie de merde.
Et le pire, c'est que Philou, c'est un pote d'enfance à moi, on a grandi ensemble, et je vois tout le monde l'idolâtrer. Ça me rend dingue. Même mon père, mon propre papa, Philou, c'est son héros. Il est là, dis donc Philou, il croque la vie à pleines dents. Mais tu parles, il croque des culs, c'est tout ce qu'il fait. Non mais rien de compliqué là-dedans. Et l'autre fois, on fait une soirée bonhomme, et Philou nous régale avec une de ses anecdotes dont il a le secret. Il se met comme ça devant nous, puis il nous fait « Les gars, faut que je vous raconte. En ce moment, je suis avec une petite jeune de 25 ans, et ce qu'elle aime bien, c'est que je sois un peu violent avec elle, que je la prenne par derrière quand elle s'y attend pas, et que je la nique, c'est ça être un vrai bonhomme !» Moi, j'étais assis là, dans le vestiaire, et à ce moment-là, j'ai eu 2 révélations. La première, c'est que j'avais une demi-molle dans mon short de foot. Et la deuxième, ça a été de me dire « Mais c'est exactement ce qu'il faut que je fasse en rentrant chez moi. » Que je redevienne un vrai bonhomme. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Il est 23h. Les lumières sont tamisées. Les enfants sont au lit. Il y a de la musique. Putain, Vianney. Toutes les planètes sont alignées. J'arrive dans la cuisine et je trouve ma femme de dos en train de faire la vaisselle. Et je la regarde, elle porte un t-shirt trop grand pour elle avec un trou sous le bras. Elle a un legging noir trop serré qui fait ressortir l'élastique de sa culotte. Elle est fatiguée, elle s'essuie le front, elle se met de la mousse sur la tête. Putain, elle fait exprès de m'allumer comme ça, c'est pas possible. Et là, je la regarde et je me dis, vas-y, je le fais. Je la nique. Je pose mon sac de foot par terre. Et là, bam, je me plaque contre elle par derrière. Je la prends par les seins. Elle est surprise, elle fait tomber l'éponge sur ses pieds. Et là, je bloque. Je fais, oh purée. Je vois bien qu'elle est pas du tout d'humeur. Du coup, je me retrouve confronté face à la complexité d'une relation de couple qui dure depuis longtemps. Et je sais pas quoi faire. Du coup, je lui dis la seule chose qui me passe par la tête. Maintenant, je vais te chercher une serviette pour t'essuyer les pieds. Quand j'ai raconté ça à ma copine Ambre, elle me fait « Waouh, l'enfer !» Mais en vrai, je pense que l'enfer était beaucoup plus agréable que les 10-12 minutes que j'ai passées derrière. Elle était pas contente. J'ai mangé. J'ai mangé tout seul, déjà. Et puis, elle était pas contente. Non, je crois que l'enfer est beaucoup plus agréable. De toute façon, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'enfer? À part la représentation allégorique qu'on s'en fait. C'est rouge, il fait chaud, tu transpires facilement du dos. Comme quand on t'installe trop près des cuisines au Buffalo Grill, finalement, ça va pas l'air si terrible que ça. Et puis surtout, moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Moi, je pense que la vie, c'est comme un saucisson. Il y a un début, il y a une fin. Bon appétit, on n'en parle plus. Mais j'ai peut-être tort. D'ailleurs, je serais bien emmerdé si je devais choisir entre enfer ou paradis. Tu vois, admettons, j'arrive là-haut, je suis devant l'entrée de la porte, là, face au gars de chez Securitas, et que le mec, il me dise, bon bah vous, monsieur Barbet, vous avez bossé dans le milieu, vous pouvez choisir enfer ou paradis. Avantage, CE. En vrai, je sais pas ce que je choisis, hein, parce que le paradis, c'est une table avec 3 chaises. Hein. T'as Mère Teresa, l'abbé Pierre, et puis ils attendent Vianney. Quoi. Ils ont vraiment l'air de se faire chier. Hein. Puis alors, je sais pas si vous avez vu, mais quand on arrive au paradis, tu finis tout nu avec des ailes dans le dos, là, comme ça. Genre, c'est ça ta récompense. Pour ne pas avoir dit un seul gros mot dans ta vie, on t'offre une éternité de pigeon. Super. Et lorsque tu deviens un ange, d'un seul coup, tu es asexué. Tu n'as plus de sexe. Ouais, mais là, non. Enfin, je suis désolé, mais enfin, si je dois passer l'éternité à voler à travers les cumulus, moi, je veux sentir ma bite qui fait des virgules face au vent. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. J'ai jamais compris les gens qui veulent vivre pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'éternité? Déjà qu'on se fait chier le dimanche, il y a un moment... tu vas faire? Tu vas attendre? Attendre quoi? Attendre les autres? Putain, si t'as envie d'attendre, de faire renouveler ton passeport à la sous-préfecture de Sens, tu vas attendre, tu vas être bien. Non mais c'est fou. Genre vous, je sais pas, mais moi, l'idée même de me dire qu'on pourrait être observé depuis là-haut, mais ça m'angoisse. C'est-à-dire que t'arrives là-bas, les mecs, ils savent tout. Hein. Dis donc, Harold, tu t'essuies pas très bien quand tu fais caca. C'est bon, là.
Et puis je sais pas comment ça se passe, est-ce que quand tu meurs, est-ce que c'est comme quand tu rentres chez toi et que c'est ton anniversaire et que tous tes potes sont cachés derrière ton canapé? Bon ok, travaux pratiques. Imaginons tous, je meurs. Ils sont tous là en train de me regarder depuis là-haut. Il est en train de s'étouffer avec un bretzel. Il va mourir, ce con. Cachez-vous tous. Denise, cache-toi derrière un nuage. Et là, t'arrives dans un grand halo blanc, là, comme ça. Oh, et eux, ils sont tous là, sauf qu'au lieu de te faire surprise, ils te font t'es mort. Et tu te retrouves face à toute ta famille décédée, des ancêtres sur 10 générations, des gens dont t'as jamais entendu parler de ta vie. Et là, c'est comme quand t'es le dernier, arrivé à un repas du dimanche midi. Faut que tu dises bonjour à tout le monde. 2, 4, je sais pas combien ça fait. Alors j'imagine que tu dois être plus ou moins accueilli par quelqu'un qui te connaît bien. Salut Harold, salut mon grand. Eh ben on est content de te voir mon petit bonhomme. Ouais, salut papy, moi aussi je suis content d'être là. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah rien, on attend. On attend, on va faire que ça d'attendre. Bah ouais, on attend. Voilà. Bon. Bah c'est ça, t'as compris le principe. Tu prends un mot, tu le répètes pour l'éternité. Tu verras, ça aide vachement à passer le temps. Moi j'ai pris voilà, mais toi tu peux prendre bon, hein, c'est disponible. Ok. Bon. Bah voilà. Voilà. Quand je raconte ce passage de mon grand-père au paradis, ça me fait toujours penser à ma grand-mère qui m'a beaucoup gardé quand j'étais petit. Et elle citait souvent du Sartre. Elle était « L'enfer, c'est les autres !» Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. C'était pas une femme très épanouie, hein, disons-le directement. Mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et plus j'ai grandi, plus le temps est passé, plus j'ai compris qu'on était tous globalement très décevants. Moi le premier. Par exemple, j'imagine que vous avez déjà entendu cet adage qui dit qu'il ne faut jamais, mais alors jamais rencontrer ses héros. Bon là ce soir pour vous c'est trop tard, mais la prochaine fois, faites gaffe. Moi par exemple, j'ai toujours été un grand fan d'écologie et j'adorais Nicolas Hulot. Je l'ai même rencontré dans un Super U à côté de chez moi et il m'avait signé la couverture d'un magazine Géo. Et je montrais à tout le monde la couverture de Géo signée par Nicolas Hulot, j'étais super fier. Et ben quand j'ai su que Nicolas Hulot était un détraqué sexuel, tout mon monde s'est effondré. Il avait l'air si gentil. Même le nom est gentil, tu vois. Nicolas Hulot. C'est pas un nom de violeur, Nicolas Hulot. C'est le nom d'une petite belette dans un dessin animé Pixar. Tu sais, c'est Nicolas Hulot part en balade en forêt. Nicolas Hulot fait des crêpes à la cantine. Alors qu'en vrai, c'est Nicolas Hulot te retourne comme une crêpe dans un coin de la cantine, putain. Plus de 300 conquêtes, Nicolas Hulot. Plus de 300 conquêtes. Eh, tu m'étonnes qu'il ait passé autant de temps sur la banquise quand on a chaud au cul comme ça, quand même. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en interview, Nicolas Hulot, mais il est bourré de toc. Il cligne à peu près 6470 fois de l'œil gauche par minute, comme ça. Lui qui est écolo, je suis sûr que tu lui places une petite électrode sur la paupière, il t'alimente tout un village dans le Larzac, le bâtard, hein, ça c'est sûr. Moi j'adorais Ushuaïa. Qui par applaudissement regardait Ushuaïa? Bah, bien sûr. Super émission. Alors moi, ce que j'adorais faire quand j'étais à l'université, c'est que le mercredi soir, je regardais Ushuaïa défoncer dans mon lit. Je claquais une douille, je m'enchaînais les joints, et puis je tripais devant Ushuaïa. Et en général, quand c'était fini, derrière, je me branlais devant un porn. Et bah tu vois, une fois que j'ai su ça, je me dis que si on avait laissé la caméra à Nicolas, j'aurais pas eu besoin de me relever pour changer de chaîne. On aurait tous gagné vachement de temps. On voit plus les choses de la même manière maintenant. Vous vous rappelez dans Ushuaïa quand il y avait ces grands travelling qui filmaient Nicolas en haut d'une montagne et lui il était là, vous allez en prendre plein les yeux. T'as été sérieux ce con. Après, c'est très bien que tous ces vieux gars nocifs des années 90 dégagent. T'imagines l'image qu'ils donnent des hommes. Toutes les femmes pensent que les hommes sont des porcs à côté. Maintenant, à cause de toi, les Nicolas Hulot, les Bourdins, les Poivres d'Arvor. Poivre d'Arvor, apparemment, il a arrosé tout ce qui bouge, lui. Donc tu le fais bosser au jardin municipal, je peux te dire que ça pousse vite, quoi. Et tous ces mecs-là, quand tu leur demandes de rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait, pour eux, ils sont coupables de rien. Limite, ils sont victimes d'une machination. Et vous verrez qu'ils sont tellement nombreux qu'un jour, ils vont monter un collectif de gars comme eux. Les restos du cul, ça va s'appeler.
Il y aura peut-être même une chanson, tu vois. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de sentir des culs, de coller des doigts. T'avais pas le droit, non, Patrick, c'est ça le... Vraiment, c'est comme ça, c'est pas possible. J'ai jamais enterré de célébrité. C'est vraiment mon gros regret des pompes funèbres. J'ai jamais réussi à faire ça. Il y a quand même un truc que les pompes funèbres m'ont fait qui est pas cool et qui me collera à tout jamais. C'est que maintenant, je vis dans l'angoisse permanente de perdre les gens que j'aime. Et ça ne partira jamais. Par exemple, tous les matins, quand je me réveille, mon premier réflexe, c'est de tendre mon bras comme ça pour voir si mon épouse est toujours là. J'ai peur que je me réveille un matin et que la place soit vide, qu'elle ait disparu. Mais même un accident bête de la vie, je veux dire, elle marche dans la rue, un déménagement qui se passe mal, bam, elle prend un piano sur la gueule, terminé. Ou pire, qu'elle parte avec quelqu'un d'autre. Oh, je crois que je préfère quand même qu'elle prenne un piano sur la gueule. Et ça me stressait vachement, du coup j'en ai parlé à mon père l'autre jour et je lui dis je sais papa, jamais tu te dis que peut-être que maman partira avant toi et que tu te retrouveras tout seul. Et là direct je revois, il était ému, son whisky à la main, et puis il me fait mais j'ai tellement espéré. Et avec mes enfants, c'est encore pire. Vous devriez me voir à la sortie de l'école, je leur tiens la main si fort que je pourrais filer des cours de kidnapping aux pédophiles. Et mon fils n'aime pas ça. Et l'autre fois, il me dit tu sais, papa, t'es pas obligé de tout le temps me tenir la main. Je dis bon, écoute, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. C'est que dans la vie, le danger peut venir de n'importe où. Tu m'entends, de n'importe où. Et c'est mon rôle en tant que père de te protéger. Donc tu ne me lâches pas la main. Bon, maintenant, j'éteins la lumière. Puis demain, on dormira dans mon lit, parce que dans le tien, j'ai les pieds qui dépassent. Et c'est de ça dont j'essaye de vous parler depuis tout à l'heure. C'est mon angoisse du temps qui passe. Je vois mes enfants grandir, ce qui est bien normal. Ils deviennent de plus en plus indépendants. Mais ça me renvoie à ma propre mortalité à moi et j'ai peur. Là, je suis dans une phase où je regrette des petits moments tout pourris de la vie. Là, je regrette l'époque quand j'ai déposé chez la nourrice. J'ai déposé à 8h. J'ai récupéré à 16h, réglé comme une horloge. Il revenait, vous savez, toujours avec ces petites sculptures faites en rouleau de papier toilette vide, comme ça. Bon, ça allait régulièrement à la poubelle, parce que c'était rarement un travail de qualité. Mais c'était bien, c'était magnifique, c'était tellement bien. D'ailleurs, vous avez jamais trouvé ça dingue que les nourrices aient tout un stock de rouleaux de papier toilette vide comme ça chez elles? Je peux pas m'empêcher de les imaginer quand elles sont en train de chier et qu'elles prennent la dernière feuille. Ah et tiens, ça sera pour les gosses mercredi, ça, hop. C'est peut-être même comme ça que te vient la vocation, tu vois. Alors Martine, comment êtes-vous devenue nourrice? Oh, écoutez, tout commence par une énorme diarrhée un soir de novembre 87. C'est fou. Là, mon fils est rentré en CP en septembre. J'ai plus de bébés en maternelle, j'ai que des enfants. J'ai des enfants à l'école. Et on a fait la rentrée tous les deux, en mode père-fils. Et forcément, je l'ai pris par la main. Et on a remonté ce long trottoir qui nous menait vers l'école, comme ça. Et plus on s'approchait de l'école, plus pour moi c'était dur. Et je pouvais pas le regarder. Et plus j'avançais, plus je sentais récalcitrant. Et j'ai des petites secousses comme ça dans le bras. Et il commençait à pleurer aussi. Je fais mais t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien se passer. Et lui il était mais j'ai mal. En fait il avait pas peur du tout. C'est juste qu'on longeait trop près les voitures garées. Du coup il prenait tous les rétroviseurs en pleine tête comme ça. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. C'est dur d'être parent. Je parle même pas d'être des bons parents. Qui par applaudissement est parent ce soir? Ouais, beaucoup. Et c'est fou de vivre avec cette responsabilité qu'on a d'avoir mis dans ce monde d'autres êtres humains. On peut se mettre une grosse tape dans le dos pour ça. C'est courageux de notre part. Ou inconscient. C'est l'un ou l'autre. Après, je me dis que ce qui est bien quand même, c'est que dans le fait de voir nos enfants grandir, on peut faire des trucs avec eux qu'on faisait pas avant, forcément. Là, par exemple, nous, en octobre, on a fêté Halloween en famille. Putain, on s'est éclaté. On s'est éclaté. En même temps, moi, j'adore Halloween. C'est ma fête préférée. Bon, c'est vrai que bon, Halloween pour un croque-mort, c'est un peu comme la Saint-Valentin pour un fleuriste, quand il y a des fêtes qu'on rate pas. Tu vois. Et cette année, mon fils vient me voir et puis il me dit papa, pour Halloween, je voudrais me déguiser en Elsa, la Reine des Neiges. Je lui écoute, époque non genrée. Si c'est ce qui se rend heureux et c'est ce que tu veux faire, vas-y. Je vais quand même t'accompagner dans la rue parce qu'on sait jamais.
il met la robe de la Reine des Neiges de sa sœur qui est trop petite pour lui, ça le boudine, il tord des fesses, franchement il est trop mignon. Et je le suis dans la rue, et d'un seul coup on croise un mec sur le trottoir d'en face, genre la cinquantaine, visage buriné, et je vois que le gars scotche sur mon fils. Et bon, direct, je comprends que c'est un pervers pédophile. Et là je me dis, waouh, pauvre pervers pédophile. Halloween, c'est la pire journée de l'année pour un pédophile. Bah oui, c'est quoi Halloween? C'est un soir où des gamins déguisés en Reine des Neiges frappent à ta porte pour réclamer des bonbons. Putain, c'est le Deliveroo de la pédophilie, c'est génial. Moi, je suis pédophile, à Halloween, je pose un congé, hein. Je m'ambiance toute la journée en écoutant du jazz, je me fais couler un bain chaud, j'ouvre un cubi de rosé, j'attends en peignoir un verre à la main qu'il y en ait un qui frappe à ma porte. Salut Benjamin. Tu me jettes un sort ou c'est moi qui la sors? Non! Ah, c'est beau, un public qui applaudit la pédophilie. On voit qu'on est à Sens, hein, c'est là où... Sachez que ma mère milite très très fort pour que j'enlève cette partie-là du spectacle. Et elle me dit, mais les gens rient à ça. Je dis, mais les gens sont malades, maman, qu'est-ce que je te dise? C'est une des parties où on rigole le plus, je vais pas l'enlever quand même. Je fais ce que je peux, moi. Je fais ce que je peux, je sais bien que je suis pas l'humoriste de tous les temps. D'ailleurs, elle est horrible, cette phrase. Fais ce que tu peux. Moi, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Fais ce que tu peux. Là, hier, j'ai déposé mes enfants chez ma mère et je lui dis, bah, tu sais, maman, je vais faire la captation vidéo de mon spectacle à Sens, là. Et elle fait, bah, fais ce que tu peux. Et moi, je me suis toujours dit que je ne ferais jamais ça avec mes enfants. Et là, ma fille a fait un spectacle de fin d'année à l'école, et bah, je l'ai coaché à l'américaine, en mode Super Bowl, ultra positif. J'étais là. Écoute-moi bien, tu es la meilleure de cette école. Tu es la star, tu vas cartonner. On ne verra que toi, ça sera fantastique. Et quand j'ai vu le spectacle... Ah bah là, c'est clair, maintenant, je vais lui dire, fais ce que tu peux. Hein, oh, c'était nul. Nul. Alors moi, j'ai applaudi parce que je suis un mec sympa, mais vraiment, c'était nul. D'ailleurs, est-ce qu'un spectacle d'enfant à l'école a déjà été réussi? C'est ça, la vraie question. En plus, sa maîtresse fait ce truc que je ne supporte pas. Elle fait chanter les enfants en leur donnant le tempo avec son bras. Elle est là... Je suis persuadé qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Elles font tout ça, putain. Même moi, quand j'étais petit, ma maîtresse faisait la même chose. Je n'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Je crois que quand elle lève le bras en l'air, faut chanter fort. Quand elle le pèse, faut chanter doucement. Je sais même pas. Trop compliqué. Les gamins, ils sont en maternelle. Déjà, comprendre qu'il faut pas bouffer ses crottes de nez, c'est un challenge. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible, ça. Ça me rappelle quand j'étais enfant de chœur à l'église. Ah, j'étais enfant de chœur. L'aumônier, le mec qui ambiance la messe pour le prêtre, il faisait pareil. Il faisait chanter les fidèles avec son bras, il était là, Hosanna, Hosanna. Sauf que lui faisait des petits ronds en plus, Hosanna, Hosanna. Moi, ma théorie, c'est qu'il branlait des fantômes. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Je sais que je vais aller en enfer, vous savez, j'ai pas de... Je le sais déjà, quoi. Surtout qu'en plus, je me suis marié à l'église, donc tu vois, ma femme m'a obligé. Qui par applaudissement s'est marié à l'église ce soir? Ah, d'accord. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand on se marie à l'église, il y a des rendez-vous obligatoires de préparation au mariage avec le prêtre. Oh putain, on parlait d'enfer tout à l'heure, mais alors là, on y est. Je crois que je n'ai jamais entendu autant de conneries dans un laps de temps aussi réduit. Je n'ai jamais compris que des mecs qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants viennent nous expliquer comment réussir notre vie de couple et éduquer nos gosses. C'est un non-sens le plus total. C'est comme si Red Charles devenait ophtalmologue. C'est vraiment... C'est le même niveau de débilité. C'est nul. Pourtant, l'idée est bonne de se dire, d'avoir un espèce de guide, une sorte de mentor de vie, quelqu'un qui t'accompagne à travers... tous les moments délicats de ta vie, le redoublement de ta 5e, le premier accouchement de ta femme, tous ces trucs-là, moi j'aurais adoré avoir quelqu'un à mes côtés. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de ça, moi je me faisais tout un truc de l'accouchement. Franchement ça va. J'ai su faire face. Et d'ailleurs, alors que je m'étais promis de ne pas le faire, je me suis mis en face. Et c'était magnifique de voir la tête du bébé sortir comme ça. Puis surtout, je me suis rendu compte que depuis le début, j'ai raison. Hein, finalement, mon poing rentre largement. Hein, Par contre, ça a l'air de faire super mal. Moi, ça m'a rappelé la fois où ma mère m'a coincé le zizi dans la baguette. Putain, j'avais quoi, 19 ans, je crois, un truc comme ça. Tu vois.
En revanche, je ne servais à rien, je ne servais à rien. Je crois que dans la vie, à part peut-être un porte-sopalin, il n'y a rien de plus inutile qu'un père en salle d'accouchement. Moi, j'étais debout, comme un teubé, un vaporisateur d'eau à la main. Alors bon, je l'arrosais de temps en temps, histoire de participer. J'avais un peu l'impression d'être avec mon ficus. À la grosse différence près que mon ficus ne m'a jamais enfoncé ses ongles dans le bras en me traitant d'enfoiré. Ça s'est jamais arrivé, ça s'est jamais arrivé. J'ai jamais compris qu'on félicite le père après l'accouchement, parce que, bon d'accord, t'es le premier à sortir du bloc, mais les gens sont comme des dingues, tu vois, ils sont là, ah, bravo merci, mais même si j'ai soutenu mon épouse durant 9 mois, ma participation active au projet est minime. On est sur 1 à 3 minutes de mauvaise levrette sur un coin de table, hein, vraiment, ça... C'est encore un truc que les hommes se sont appropriés. Le père n'est en rien responsable de ce qui se passe pendant l'accouchement. C'est la mère qui porte le bébé pendant 9 mois, celle qui pousse, celle qui se fait fissurer l'anus, déchirer le vagin, recoudre la chatte à vif. Mais c'est toi qu'on félicite en premier. Moi, je peux vous dire que je suis bien content que dans notre couple, ce soit ma femme qui soit chargée des accouchements. Ah bah putain, moi, douillé comme je suis, je tiens pas 5 minutes. Et elle a accouché les 2 fois sans péridurale. Sans péridurale, bonne femme. Alors que moi, on m'avait déjà installé dans un fauteuil et donné 3 fois du sucre. Et alors, ce qui m'a scotché, c'est que moi, je me suis toujours dit, bon bah, après l'accouchement, si le bébé va bien et que tout le monde est ok, on rentre à la maison, on ouvre un paquet de chips et puis on regarde Netflix, tu vois. Bah, pas du tout. Après ça, il faut qu'elle fasse sa rééducation du périnée. C'est pas fini et elle se plaint pas. Moi, quand je dois retourner à Carrefour parce que j'ai oublié de prendre du lait, j'ai envie de tout péter. Elle, on lui dit, bon bah maintenant, Madame Barbet, il va falloir vous faire rééduquer le périnée. Elle est, bah oui, ok, pas de problème. Qu'est-ce que je te dis? Chapeau l'artiste. Et la rééducation du périnée, tu peux faire ça ou chez une sage-femme ou chez un kiné. Et c'est marrant parce que mon père, à moi, il est kiné. Alors, ce serait bizarre quand même. Vous imaginez mon père avec ma femme? Alors vas-y, tu inspires en serrant bien fort. Et tu relâches en soufflant doucement. Relâche. Sinon, venez manger à la maison dimanche midi. Non, ça me dégoûte. Rien que d'imaginer là. Je crois que si je voyais mon père doigter ma femme, là, je me mettrais vraiment en colère pour le coup, là. Vraiment. C'est que ça a toujours été mon problème, ça. Je suis incapable de me mettre en colère. J'ai jamais réussi. Et là, il y a pas longtemps, j'ai tourné une série et il y avait une scène où je devais me mettre en colère. Et je n'y arrivais pas. Et le réalisateur pétait les plombs. Il était là, mais mets-toi en colère. Et moi, j'étais là, enfin, c'était nul, ça. Et puis il me dit, ok, Harold, je vais te filer un exercice. Ce soir, tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu te regardes dans un miroir et tu te mets en colère contre toi-même. Et moi, le peu de fois où j'ai cru me mettre en colère dans ma vie, j'ai toujours pensé que j'étais un dingue, genre Hannibal Lecter. Je me mets en colère contre moi-même, et bah pas du tout. Je ressemble à Annie Dupéré, dans Une famille formidable. Très décevant. Et puis je sais pas si à vous ça vous le fait, mais moi quand je me regarde dans un miroir, très vite je scotche, je me fixe sans raison comme ça. Je pense que c'est parce que j'aurais aimé être quelqu'un d'autre. J'adore ma vie, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais je crois qu'on a tous ce moment-là où on se dit et si j'avais fait ce choix-là plutôt qu'un autre? Et si j'avais pris cette direction-là, quelle serait ma vie aujourd'hui? Où j'en serais? Et moi, c'est vrai qu'il faut que je vous fasse une confidence. Vraiment, le rêve ultime de ma vie, ça aurait été d'être chanteur dans un groupe de métal. Des grosses dreadlocks, des tatouages partout, d'aller chanter au Hellfest, ça aurait été incroyable. Et au lieu de ça, regardez-moi, putain. Je suis chauve, j'ai des petits tatouages de merde. Je suis là un vendredi soir à 100 devant des pédophiles et des addicts au crack, là. J'ai raté ma vie. C'est clair que j'ai raté ma vie. Je sais même pas chanter, en plus. Donc, ça règle le problème tout de suite. Même en Growl, je sais pas. Vous savez, Growl, c'est comme ça qu'ils chantent dans le métal. Growl. Moi, je sais juste dire Œdème de Quick, en Growl. Œdème de Quick. Je suis quand même vachement limité, tu vois, pour enregistrer un album, faut bien le reconnaître. Mais qui sait peut-être qu'un jour je finirai chanteur dans un groupe de métal. Qui sait de quoi demain sera fait? Et je l'ai dit à ma femme d'ailleurs, j'ai dit, tu sais, peut-être qu'un jour je finirai chanteur dans un groupe de métal. Et je me rappelle quand je lui ai dit ça, elle était assise sur un tabouret haut, au bord de l'îlot dans la cuisine. Elle s'est levée, elle s'est mise face à moi et elle a eu cette phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, allez, on va mettre la table maintenant.
Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, elle et moi. 17 ans. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est long. Tu vois, c'est... Non, mais il y a toujours un truc dans les couples comme ça. Évidemment, on se le dit pas entre nous, mais il y a toujours ce moment quand il ou elle casse bien les couilles de l'autre. T'as cette micro-fraction de seconde dans ta tête où tu te dis « Et si je me barrais? Et si je redevenais célibataire ?» Et nous, on a souvent cette conversation-là avec mes potes pendant nos soirées bonhommes, où on s'imagine célibataire maintenant avec la possibilité de niquer tout ce qui bouge. Puis bon, après on se rappelle qu'avant d'être mariés, on baisait pas. Du coup, on rentre à la maison puis on fait carpette, quoi. Après, c'est vrai que quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, il y a des trucs que tu fais au début, que tu fais plus au bout d'un certain temps. Et ça, c'est bien normal, tu vois. Par exemple, nous, j'ai remarqué, on s'embrasse très peu. Il y a bien bon anniversaire, mais le baiser langoureux du début, ça, c'est terminado, hein, c'est fini. Et je réfléchissais, dans l'année, je fais beaucoup plus de cuni à ma femme que je ne l'embrasse sur la bouche. Hein. Ah bah ça la fout mal sur les photos d'anniversaire, tu vois. Et l'autre fois, j'ai jeté l'idée en l'air. Je lui ai dit, et si on s'embrassait? Elle me fait, ah, quoi? Je sais ce truc avec la langue là qu'on faisait au début. Et on s'est embrassé, et ben j'embrasse comme une merde maintenant. Ah c'est fini, je ne sais plus embrasser, je suis là comme ça. On dirait une grand-mère qui galère à bouffer un morceau de tarte. Et direct, j'ai su que j'étais nul, tu vois. Je fais alors, elle me fait... Bon bah je vais te bouffer la chatte. Je sais plus embrasser, c'est terminé. C'est fini, je sais plus. Du coup, je m'entraîne avec un pote. C'est un peu fait pour ça, les potes. Et moi, forcément, c'est mon pote Philou, parce que Philou, c'est un Italien, il a le sang chaud, et c'est vrai qu'il devient tactile très très vite dès qu'il a un peu bu. Et l'autre fois, on fait une soirée bonhomme, et c'est vrai qu'on avait quand même teasé comme des gros salauds. Et il arrive comme ça devant moi, et puis il me fait « Ouais, je vais te rouler une pelle !» Et je me dis « Bon, l'occasion est quand même trop belle de voir ce que je vaux vraiment, tu vois. » Et on s'est embrassés, et ben j'ai été vachement déçu par ce baiser. Et en même temps, Philou venait de vomir, du coup, c'est vrai que... Ah, je sais pas, la texture dans sa bouche, j'avais l'impression de tourner ma langue dans une omelette au paprika, tu vois. Et l'acidité du vomi avait fait gonfler sa langue à lui, et ça piquait. J'avais l'impression de sucer un de ces bonbons en forme de bouteille de Coca-Cola, mais goût rognon dégueulasse, tu vois. Moi, je suis toujours à la recherche d'un sparring partner, tu vois, pour m'entraîner. Peut-être un punk à chien, tu vois, à Sens, un mec qui tient la route un peu, quoi. Ah, et vous, ça vous fait marrer, mais... Franchement, une relation, un couple, quel qu'il soit, si tu veux que ça dure et que ça marche longtemps, tous les jours, faut travailler pour garder le truc excitant. Il n'y a pas de secret. Tous les jours. Et moi, je vais vous dire, je prends même plus de risques. Le mois dernier, c'était son anniversaire, et direct, je lui dis, écoute, moi je t'aime plus que tout, je veux te rendre heureuse, dis-moi ce qui te ferait plaisir pour ton anniv, et tu l'auras. Et j'avais bien qu'il y avait un truc, mais qu'elle osait pas trop. Du coup, j'insiste un petit peu, et là, elle finit par me dire, bah moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait d'avoir un rabbit. Un rabbit? Mais on a déjà 2 chats. Je vois pas bien ce qu'on va faire d'un lapin. Mais si c'est ce que tu veux, ok, pas de problème. Après, je suis allé voir sur Google ce que c'était qu'un rabbit. C'est pas du tout ce que je croyais, les amis. Un rabbit, c'est un sextoy. C'est un god avec un petit lapin sur le dessus. Et quand tu t'enfonces le god comme ça, le petit lapin te stimule le clitoris. Mimi, 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 mimi. La prochaine fois qu'un mec en réunion vous fera entre guillemets, vous vous entendrez double rabbit. Après, elle l'a eu son rabbit. On est en 2023. La masturbation féminine n'est absolument plus tabou et c'est tant mieux pour elle. Le sextoy, c'est vachement démocratisé. Le god est devenu un ustensile ménager comme un autre. Tu le retrouves dans le bac à vaisselle, entre la cuillère à soupe et le couteau à beurre. Ça choque plus personne, tu vois. Non, ce qui m'inquiète, c'est que c'est bientôt mon anniversaire à moi. Je sais pas ce qu'elle va m'offrir. Et moi, c'est en cherchant sur Google ce que c'était qu'un rabbit que j'ai appris qu'en Hollande, ils ont créé un sextoy pouvant contenir les cendres de l'être aimé pour pouvoir continuer à avoir une relation avec lui. C'est complètement con, autant garder un os. Je suis désolé.
Désolé. Et en même temps, non, je suis pas désolé, parce que, en vrai, je suis quand même le plus à même à pouvoir vous parler de la mort, tu vois. Même si cet article-là, on l'a jamais eu dans le magasin de pompes funèbres. Et c'est bien dommage, je suis sûr qu'on en aurait vendu plein, tu vois. Vous savez, c'est incroyable, parce que quand je raconte aux gens que j'ai travaillé dans le milieu des pompes funèbres, leur première réaction, c'est toujours « Ah, faut absolument que tu nous racontes ça !» Et quand je raconte tout ce que j'ai vu, ils sont en PLS sur le côté « Mais pourquoi tu nous as raconté ça ?» Du coup, je ne sais plus quoi faire. Mais la question qui revient le plus souvent quand même, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu? Mais alors, rien ne m'a attiré dans ce milieu. J'étais pauvre, il fallait que je travaille, c'est la seule raison. C'est comme si on demandait à une prostituée qui enchaîne les passes dans un buisson, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu? Oh bah je sais pas, la nature, les relations humaines, sucer des bites, tiens. Après, je comprends que ça suscite la curiosité, évidemment. Moi, avant de faire ça, j'étais assistant administratif dans un magasin qui vendait des produits d'incontinence. Jamais on ne m'a demandé qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu. Non. Parce qu'il y a des métiers qui n'intéressent personne. Tout comme il y a des gens qui n'intéressent personne. C'est comme les femmes qui s'appellent Sylvie. Moi, je n'ai jamais vu une Sylvie soulever des foules. Fermez-la, les gars, Sylvie va parler. Salut, c'est moi, Sylvie. C'est complètement gratuit, hein, cette attaque sur les Sylvie. C'est juste qu'à une époque, j'ai bossé avec une Sylvie. Et je pouvais pas la blairer. Du coup, je me suis toujours dit, chaque spectacle, je la défonce. J'ai bien conscience que ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de vous dire, mais il fallait que je fasse. On a tous une Sylvie, faut que ce soit clair. Qui s'appelle pas forcément Sylvie, qui est pas forcément une femme d'ailleurs. Sylvie, c'est ce collègue de travail qui ne se distingue que par sa capacité exceptionnelle à te casser les couilles non-stop. Tu te demandes même si c'est pas écrit dans son contrat de travail. Casser les couilles d'Harold de 9h à 18h. Tu vois. Je sais même pas comment vous expliquer parce que c'est jamais méchant, mais c'est toujours chiant. Tu vois. Un peu comme quand tu lis un article sur internet, truc super intéressant, t'arrives à la conclusion, à la réponse que tu veux avoir, et là d'un seul coup t'as cette petite fenêtre pop-up qui apparaît là, acceptez-vous tous les cookies, et ça te barre la réponse, et toi t'es là sur ta souris, t'es là, casse les couilles, casse les couilles, casse les couilles. Bah ça c'est Sylvie, tu vois, c'est exactement Sylvie. Après, je peux quand même vous dire comment j'ai terminé en pompe funèbre. Mais au final, c'est quand même une histoire assez classique. Je passais par une boîte d'intérim. Et je me rappelle, le jour où j'ai été recruté, on était 6 ou 7. Il a tous fallu qu'on dise où on en était professionnellement. Oh, il y avait tout, tu vois. Chômeur, retraité, en réinsertion, comédien. D'accord. Donc que des gens inactifs ou en situation d'échec. Vous voyez ? Et elle regarde mon CV, et un été, il y a longtemps, j'ai travaillé comme brancardier au funérarium du CHU de Caen. Et quand elle a vu ça, elle a pété les plombs. Elle était là, mais super, mais bravo, mais incroyable, mais fantastique, mais vous pouvez nous en dire plus? Quelle était votre mission à l'époque? Bah, moi, ma tâche consistait à accueillir les familles, à leur présenter le corps de leurs disparus. D'ailleurs, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que chaque famille qui est sur le point de découvrir le corps de son défunt pour la première fois, putain, il faut qu'il fasse ça, Sylvie, et qu'il te raconte une anecdote, mais alors, sans intérêt, sur la vie de la personne qui vient de mourir, tu vois. Vous savez, c'est maman qui avait invité papa à danser pour la première fois. C'était en 1947. Elle était gonflée pour l'époque. Mais elle avait trouvé chaussures à son pied. Elle avait trouvé chaussures à son pied. Oh, allez. Ah, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que j'ai tellement galéré à lui enfiler son chausson. Donc c'est vrai que c'est bizarre, les enterrements. C'est vrai que c'est bizarre. Mais je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas vécu des moments incroyables. On a fait des enterrements qui ne ressemblaient à aucun autre. Je me rappelle, un jour, on a enterré un mec de 99 ans. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, comment tu fais pour mourir à 99 ans? C'est comme si tu stoppais ton téléchargement à 99%, quoi. Tu étais presque, mec. Enfin, au bout du projet, pas toi un petit peu, quoi. Alors que sa femme, en revanche, à ce mec-là, était morte à 103 ans. Ma plus vieille mort. Je m'en souviens bien parce que quand je suis allé faire la mise en bière de cette dame-là chez elle, les soins de conservation étaient mal faits. Normalement, les yeux sont collés comme ça. Bah là, il y en avait un à moitié ouvert. Et bah comme j'ai voulu rester positif, j'ai vu ça comme un emoji clin d'œil de la vie me souhaitant une bonne journée. Toujours rester positif. Toujours. Après, en vrai, là, je fais le malin devant vous, mais mon premier enterrement, j'étais pas bien. Ça m'a rappelé ma première fois sur scène. Personne ne riait. Tout le monde tirait une tronche, pas possible. La seule différence, c'était qu'au lieu d'être debout, un micro à la main, j'étais debout, le bénitier à la main. Tout le monde voit ce que c'est, le bénitier?
C'est ce pot rempli d'eau bénite, et puis t'as un petit bâton qui s'appelle le goupillon, puis tu le prends, tu fais le signe de croix comme ça. Et j'étais là avec le bénitier, et j'étais nerveux, mais je transpirais comme un ouf. Vous voyez dans Top Chef, là, quand il reste plus que 30 secondes pour finir les plats, et que c'est la pluie au-dessus des assiettes, la même chose. Pss, 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 comme ça qu'on a rempli le bénitier, de toute façon, tu vois. Je suis là pendant 1h30, et les gens succèdent, et arrive la dernière personne, la veuve, blanche, livide, une tronche pas possible. Et elle se saisit du goupillon. Et là, il y a comme un moment de flottement. On sait pas ce qu'elle fait. Si elle dessine une croix gammée ou une bite dans les airs, tu vois. Et puis elle le repose, et elle bouge pas. Et elle me regarde, et puis elle me fait... je le reverrai. J'ai foi. Et moi, comme ma première fois sur scène, pas drôle, bah mettez un tricot si vous avez foi. Après ça, le bénitier, c'était terminé. J'ai fini en conduisant le corbillard. Et ça c'est pareil, ils m'ont demandé d'arrêter le jour où je l'ai conduit en chantant la musique des Ghostbusters. Apparemment ça ne se fait pas. Pourtant j'avais changé les paroles et tout, c'était trop bien. Tu vois, j'étais là, il est mort de quoi? Pam, pam, d'un œdème de quick. Ça marchait, c'était très bien. C'était très bien. Et je vais peut-être vous surprendre, mais en plus de mes activités de croque-mort et d'humoriste, j'ai une 3e casquette professionnelle. Je suis commentateur sportif. Depuis 8 ans, en plus d'enterrer les gens, je commande tous les matchs du Stade Malherbe de Caen. Alors ça vous évoquera peut-être rien, mais le Stade Malherbe de Caen, c'est pas une équipe qui gagne beaucoup. Je ressors plus souvent avec le sourire du crématorium qu'après un match du Stade Malherbe. C'est quand même pas normal, tu vois. Et parfois, je fais des combos. Parfois, je prononce une oraison funèbre le matin, je commente le foot à 15h, et le soir, je suis sur scène pour raconter des blagues. Et vous vous rendez pas compte, mais moi, chacune de mes activités a un ton bien dédié. Et faut surtout pas que je me mélange, parce que sinon, ça peut vite devenir la merde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette magnifique enceinte de l'église Sainte-Victoire de Trouville-sur-Mer. Et des trous, il faudra en remplir au moins un aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'adieu de l'enfant numéro 2 de la famille, Mireille Desclos. Alors qu'on peut rappeler le palmarès XXL de Mireille qui lui a permis d'arriver jusqu'ici. Desclos, ça n'est pas moins de 3 AVC, 2 arrêts cardiaques, une embolie pulmonaire. Son court séjour à l'étranger lui a également permis de glaner quelques maladies telles que diphtérie, paludisme, fièvre jaune, avant d'être emporté par une méningite. Méningite qui n'est pas la plus prestigieuse des maladies, mais qui tout de même inspire au palmarès de Mireille. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que, corrigez-moi si je me trompe Christophe, mais j'ai l'impression que c'est l'union sacrée du côté de la famille Desclos. Ah ouais Jérôme, je sais pas ce qui se passe, mais ça bouge sur le banc. Ah oui, ça bouge. J'ai bien l'impression que le clan Desclos s'apprête à donner de la voix pour rendre un dernier hommage à Mireille. 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 Tu ne sautes pas, n'aime pas Mireille. Aïe, qui ne saute pas, n'aime pas Mireille. Aïe, à vous sens, qui ne saute pas, n'aime pas Mireille. Qui ne saute pas, n'aime pas Mireille. Alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager porté par un convoi funéraire. Oh, une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1, veuve, 4 porteurs, 1 maître de cérémonie. Et c'est en toute subtilité que les 4 porteurs se saisissent des sangs de noir pour descendre Mireille au fond du caveau. Il a descend tranquillement, il a plus en profondeur. Et c'est au fond, oh, et les larmes sur les joues des membres de la famille de Mireille. Oh, c'est beau, c'est magnifiquement tragique. Ici Trouville, à vous sens. Merci à tous.